bonjour à vous, Père Jean Boboc. Bonjour aussi. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous les frères Buffet, bonjour à toute notre famille de pensée et de cœur. Bien aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, Youssef ne nous accompagne pas, le Ramadan est pourtant achevé depuis samedi soir, et nous allons parler d'une question extraordinairement importante qui est le transhumanisme. C'est ce qui nous pend au bout du nez, c'est ce vers quoi nous nous dirigeons à marche forcée. Ça, marche forcée est une notion importante. Mais nous n'allons pas parler que de ça, puisque avec le Père Jean Boboc, qui est un prêtre orthodoxe, nous allons évoquer aussi des questions d'actualité. Donc nous aurons un entretien en deux volets. Alors, je présente le Père Boboc, qui jusqu'en 2009 n'était pas prêtre, il a été ordonné seulement à ce moment-là, il est médecin, il a eu une carrière bien remplie, au service d'ailleurs de l'industrie médicale et pharmaceutique, je crois, mais honni soit qui mal y pense. Et il est né en 1943, donc ce n'est pas un jouvenceau. Mais nul n'est parfait, c'est ainsi. Alors, le transhumanisme décrypté, nous allons essayer d'aller à bride abattue. Qu'est-ce que le transhumanisme? On en parle de plus en plus. La médecine traditionnelle, Père Jean Boboc se préoccupait de soigner, c'est-à-dire éventuellement de prévenir la maladie, de soigner, de réparer les corps. Et puis aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que nous devons entrer dans un univers de la réalité augmentée et modifier l'humain. J'oserais tout de suite dire, et vous pourrez réagir à ce propos, le dénaturer par des voies intrusives au fond, en incorporant à l'humain. Certains veulent des prothèses, des prothèses électroniques, des implants dans le cerveau, que sais-je. Tous les films de science-fiction, à commencer par les Terminator, vous donneront toutes les explications sur ce domaine. D'autres voudraient peut-être par d'autres voies modifier le génome humain, produire des organismes génétiquement modifiés chez les hommes, leur inclure des... Alors peut-être le fera-t-on, mais là aussi, Père Jean Boboc, je pense qu'il faut que les choses se fassent, et ces gens apparaissent comme véritablement dangereux, parce qu'ils pensent, ils veulent y aller, ils veulent faire la révolution, ils veulent aller plus vite que la musique, et ils veulent y aller à marche forcée. C'est ça. Mais vous avez tout dit. Non. Si, parce que tout est à marche forcée. Le transhumanisme, comme le préfixe l'indique, c'est le passage d'une humanité à une autre forme d'humanité. Mais tout à fait récemment, on nous a montré des petits morceaux d'os qu'on a trouvés je ne sais pas où, qui nous permettent de dire que l'homme aurait peut-être 500 000 ans. Bon, supposons. Oui, enfin, vous voulez dire l'homme moderne. Oui, eh bien supposons qu'il ait 500 000 ans. Ça veut quand même dire que l'évolution était fort lente. Cette évolution-là était fort lente. Alors le transhumanisme, c'est la volonté de se mettre aux manettes de l'évolution et de faire rapidement, à marche forcée, comme vous l'avez si bien dit, le passage de l'humanité telle que nous la connaissons à une autre. Vous avez mentionné à juste titre le rapport entre le transhumanisme et la médecine, le paradigme thérapeutique classique qui consistait à soigner, à améliorer déjà, et à réparer, change. Et il devient une transformation, une augmentation des capacités corporelles, physiques, biologiques, mentales, intellectuelles, etc., par le biais des biotechnologies et d'autres choses. Donc nous sommes devant une révolution en marche. Et comme le disait Autois, qui est un philosophe belge, membre de l'Académie royale de Belgique, on fait du transhumanisme comme M. Jourdain fait de la prose. Nous sommes déjà dedans. Nous sommes déjà dedans. Et toutes les dérives de la bioéthique, car il n'y a plus de bioéthique aujourd'hui, de même que les clercs ont trahi l'Église depuis longtemps, les professeurs de bioéthique ont trahi la médecine. Les professeurs de bioéthique, aux États-Unis,
en Australie, en Angleterre, sont tous à la fois des biologistes ou des médecins, doublés d'une formation philosophique, et ils sont adeptes de la philosophie anglaise, opposée à celle de Kant, qu'on appelle l'utilitarisme. L'individu devient un matériel utilitaire avec un aspect de marchandisation. L'homme peut être modifié en totalité ou de façon fragmentaire. Il peut être modifié par les transhumanismes à deux niveaux, parce que le transhumanisme n'est pas unitaire en termes d'idéologie. Les uns sont braqués sur le fait que la biologie actuelle est incompatible, notre biologie actuelle est incompatible avec le monde technologisé qui se prépare. Les autres se moquent éperdument de notre biologie, car ils sont déjà des néo-gnostiques, ils sont dualistes, le corps ne compte pas, ce qui compte c'est essayer de préserver l'esprit et de le transférer sur des serveurs. C'est le travail que fait Ray Kurzweil dans la Silicon Valley avec sa fameuse université de la singularité qui est basée sur l'intelligence artificielle. Oui, il y a eu un très beau film sud-africain, Chapi. On voit des robots qui hébergent l'esprit d'hommes qui ont été détruits. Mais le film, vous pouvez le regarder, il est tout à fait charmant, mais c'est déjà... nous entrons, alors là, au-delà du transhumanisme, mon père... C'est le post-humanisme. Voilà. C'est le post-humanisme dont, évidemment, moi je les appellerais le syndrome des Givaro, c'est-à-dire des réducteurs de tête. Il est évident que ce n'est pas la totalité de l'intelligence humaine qui pourra être transférée, mais un certain nombre de capacités synaptiques qui pourraient être éventuellement répertoriées et transférées, mais c'est un homme réduit. Le transhumanisme, il faut bien comprendre cela, il est réducteur. C'est pour ça que je me permets, peut-être dans un prochain livre, de parler du syndrome des Givaro, les réducteurs de tête. D'ailleurs, vous connaissez l'expression anglaise, aux États-Unis, quand on va voir son psychiatre, on va voir son shrink, hein, c'est celui qui réduit. Hein. Mon père, vous avez quelque chose en commun avec un grand homme, mais vous n'avez pas deviné avec lequel, qui résonnait déjà sur le post-humanisme, à sa façon. Alors, grand homme, je m'inquiète, je vous laisse annoncer la couleur. Je ne demande pas de donner la langue au chat. Il s'agit de François Rabelais, qui était prêtre et médecin comme vous, et qui a énoncé cette phrase qui restera jusqu'à la fin des temps: « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Alors, vous avez incité, il faut revenir sur cette idée de volontarisme. Des hommes veulent faire la révolution, ils veulent aller plus vite que la nature. Tout le monde sait que c'est Gustave Le Bon qui, au début du XXe siècle, nous disait cela, mais on fait des révolutions, on massacre tout le monde. Mais les réformes qui interviennent ou qui n'interviennent pas à l'issue des révolutions d'ailleurs, auraient été faites de toute façon par l'évolution même des choses. Mais Gustave Le Bon était un grand visionnaire, aujourd'hui beaucoup trop oublié. En fait, nous vivons tous dans la réalité augmentée. Depuis que l'homme est l'homme, depuis qu'il s'est taillé un silex, utilisé une branche, un gourdin, c'est une réalité augmentée. Les fusils aujourd'hui permettent de toucher une cible à 2 km. Je parle des fusils de guerre. Nous avons trouvé la lunette, donc pour augmenter notre vue. Nous avons maintenant la vision nocturne. Le cheval est une augmentation de nos capacités qui nous permet de parcourir de grandes distances, parfois au galop. Et tout a été... tous les outils que nous avons inventés sont des réalités augmentées, mais la progression s'est faite de façon organique, si je puis dire. Et naturelle. Et donc, là est le problème, c'est de vouloir, en un temps extrêmement court, à toute vitesse, faire table rase du passé, se mettre aux manettes de l'évolution et transformer l'homme. Ça, c'est ce qu'on appelle une révolution. Et pour faire cette révolution, comme toutes les révolutions, il faut être subversif. Or, le transhumanisme se manifeste par de la subversion tous azimuts. Tous azimuts.
Par exemple, un des chevaux de bataille du transhumanisme, c'est de reprendre les idées tout à fait utopiques, mais qui deviennent réalité, c'est-à-dire ce que Aldous Huxley avait prédit dans Le meilleur des mondes, puis repris par George Orwell dans son fameux bouquin. Séparer définitivement la sexualité de la procréation. Or nous sommes dans ce domaine, c'est un de mes chevaux de bataille, pardonnez-moi d'en parler avec rage. C'est un des chevaux de bataille de ce qui se passe en France, par exemple, en termes de révolution sur la famille, sur la filiation. Tout ça est extrêmement idéologique. On va jusqu'à revoir la conception de l'adoption. Pour nous les chrétiens, nous sommes des enfants adoptifs du Père, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas les enfants de Dieu, naturels. Dieu n'a qu'un fils. Donc par le fait que nous sommes frères du Fils, nous devenons fils adoptifs. C'est toute la théologie de Saint Paul. Mais nous voulons revoir aujourd'hui l'adoption, parce qu'on adopte un enfant dans un orphelinat, ce qui est merveilleux, et on peut que féliciter ceux qui le font. On peut adopter de différentes façons, mais on va jusqu'à vouloir adopter un spermatozoïde ou un ovocyte. À partir de quoi? On rentre dans un processus de fabrication d'individus de façon totalement artificielle. Or, vous savez qu'aujourd'hui, la procréation médicalement assistée permet par la FIV, la fécondation in vitro, de faire en dehors du corps de la femme, de préparer un embryon, qu'on lui réinsère, et puis, plus tard, peut-être, lorsqu'il se sera développé et qu'il n'arrivera pas à maturité, on le mettra dans un incubateur. Donc, aux deux extrêmes de la gestation, on fait les choses en dehors du corps de la femme. C'est exactement ce qui était prévu par Aldous Huxley. Hors sol. Oui, hors sol, l'homme hors sol, totalement hors sol. Complètement déraciné, vagabond, nomade, et pratiquant ses fantasmes sexuels, comme M. Attali l'avait dit tout à fait, dans Brève histoire de l'avenir. Tout à fait. Il voulait pratiquer l'onanomadisme, avec tous les fantasmes pédophiliques possibles. On lui laisse avec des hologrammes. La paternité de toutes ces Mais c'est un grand homme, M. Attali, attention. C'est lui qui a parrainé M. Macron. Vous voyez, là, qu'on le veuille ou non, nous tombons dans l'actualité toujours. Mais tout se tient. Tout se tient. Ne croyez pas que ce qui se passe en politique soit étranger au transhumanisme. Alors pourquoi j'ai écrit ce bouquin? Parce que c'était une nécessité, m'a-t-il semblé, au milieu de tous les autres ouvrages qui sont publiés en ce moment. Ils sont nombreux. La littérature transhumaniste, elle est essentiellement anglo-saxonne. Mais depuis quelques années, depuis que les fameux rapports sur les NPIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences du computer et les sciences cognitives, sont synchrones et même en symbiose, tout va très vite. Et les gouvernements et le Parlement européen ont demandé des rapports sur le transhumanisme à la suite des rapports américains. Nos rapports européens sont un peu plus sages parce qu'ils se veulent plus intelligents, mais en fait ils ne sont pas plus intelligents, ils sont essentiellement plus mièvres et plus frileux. Alors, je viens d'évoquer M. Attali, mais il faut bien comprendre que en amont de ceux qui vont essayer de mettre en œuvre l'idéologie, qui vont effectuer le passage de la théorie à la pratique, il y a tous ces intellocrates, tous ces idéocrates qui préparent le terrain psychologique. On voit aujourd'hui que M. Macron, son nouveau ministre de la Santé, mais nous allons revenir au transhumanisme, veut nous imposer aux nouveau-nés un vaccin combinant 11 vaccins, ce qui va en fait affaiblir ou détruire le système immunitaire. Autrefois, c'était trois vaccins simultanés, c'était largement suffisant pour couvrir le spectre des risques réels. Il est de plus en plus question de nous implanter des puces des puces RFID. Donc le transhumanisme n'est pas un rêve, il est là. Il est à travers Monsieur Macron
c'est le transhumaniste Attali qui est aux manettes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les applications sont déjà préparées. Elles sont même pas dans les tiroirs. Elles sont sur le dessus des bureaux. Attali avait dit il y a quelques années que le droit au suicide médical, au suicide assisté, serait un droit de tout pays socialiste. Et donc, aujourd'hui... Socialiste. Socialiste, oui, socialiste. Alors aujourd'hui, on a des problèmes avec le début de la vie, on a des problèmes avec la fin de vie. Or, pour ma part, les problèmes de fin de vie... Et au milieu, il y a le chômage. Bravo, c'est exact. C'est exact. Mais l'État-providence va pourvoir à cela. L'État-providence va pourvoir à mettre tout le monde à un même niveau de consommateur imbécile. Oui, de consommateur imbécile, entre une naissance qui aura été fabriquée en laboratoire, par des gens qui décideront qui a le droit de vivre et comment il va mourir, car c'est exactement la même réflexion. Quand je me pose la question, ça a commencé avec Crick et Watson, les découvreurs de l'hélice de l'ADN. Ils ont dit à l'époque, ça avait été publié dans Pacific Way, ils ont dit à l'époque, les enfants qui naîtront et qui ne correspondront pas aux critères d'humanité que nous décidons, n'auront pas le droit de vivre. Or, ces critères d'humanité, c'est essentiellement des critères somatiques et psychologiques qui, naturellement, lorsque l'on devient âgé, lorsque l'on perd la mémoire, lorsque l'on perd un raisonnement clair, alors nous ne serions plus des hommes. Et voilà que va s'installer l'euthanasie active, non pas l'euthanasie passive. On est arrivé même en France avec les nouvelles lois à ce que l'on appelle le soulagement définitif. Oui, la sédation profonde. Et non irréversible. Irréversible. Voilà. Bon. Alors mon père, là où vous avez raison, c'est que les vieillards sont inutiles, ne sont plus productifs, ils vont finir par consommer moins. Encore qu'il y a un âge, hein, grâce au ciel, il y a des vieillards qui abondent les finances déficitaires de leurs fils, enfin de leurs enfants et petits-enfants, grâce au ciel. Mais à un moment donné, comme vous dites, ils deviennent gâteux, et en plus, les vieillards ont tendance à devenir égoïstes, c'est-à-dire à devenir réactionnaires. Voilà. Ils sont un peu comme les ivrognes qui étaient accoudés, avachis sur le comptoir, mais pour lesquels il restait des reliefs intellectuels appalachiens, c'est-à-dire qu'ils avaient des raisonnements parfois abrupts. J'aime bien ce que vous dites parce que ça met le doigt sur un non-sens chez les transhumanistes dans l'idéologie. Ils acceptent l'idée qu'on supprime les gens âgés, et deux, ils veulent prolonger la durée de vie. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est la prolongation... Mais pour les choisis. Voilà. Chosen ones. Eh bien oui. Je parle anglais moi aussi. Oui, chosen ones. Voilà, c'est ça. Les élus. Les élus. Ça nous rappelle des choses, les élus. Enfin, ceux qui auront les moyens en attendant. Mais on sait très bien que la gouvernance mondiale, ça sera l'oligarchie, l'oligarchie des banquiers. Là, je rebondis. Puisque vous parlez de gouvernance mondiale, je dénonce ici que le transhumanisme, c'est la religion de la mondialisation. C'est la nouvelle religion extrêmement écuméniste au sens réducteur de toutes les religions, c'est ce qui se prépare, et qui sera la nouvelle religion du transhumanisme. Le transhumanisme est areligieux. Il est athée. Mais il se rend compte que l'on ne peut pas détruire dans l'homme la dimension religieuse. Mircea Eliade avait été extrêmement précis sur cette question. Il avait dit que le sentiment religieux, le sentiment du sacré, n'est pas un moment dans l'histoire de l'évolution de l'homme. C'est rien d'historique. C'est une réalité concrète de son ontologie. On ne peut pas faire fi... Le sens du sacré. Le sens du sacré. On ne peut pas faire fi de cela. Or, le transhumanisme s'en rend compte, après avoir eu toute une période dans laquelle il a craché sur toutes les religions, les dogmes, etc., au nom d'un libertarisme total. Il vient aujourd'hui, avec notamment un Russe, proposer que les travaux du type Ray Kurzweil qui sont faits en Californie, qui sont faits maintenant aussi en Russie, prennent solidement toutes les religions
à condition qu'elles abandonnent une partie de leur dogme. Et c'est ça le syncrétisme. Et voyez-vous, lorsqu'on demande à toutes les religions du monde de bien vouloir se donner la main, on voit très bien à quoi cela aboutit. C'est ce que l'abbé de Nantes appelait le Masdu, le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. Il avait parfaitement raison, encore que l'athéisme puisse être une religion en soi. Vous parlez dans votre livre d'athéisme militant, à juste titre, oui. Même d'athéisme fanatique. J'ai devant les yeux M. Mélenchon qui, débarquant avec son jazz band, ou avec sa fanfare, et en fanfare débarquant à l'Assemblée nationale en disant il y a tous les symboles. Il n'a pas utilisé le mot de religion, mais on sentait que c'était ça, de la religion républicaine. D'ailleurs, M. Payon, qui se revendique d'ailleurs kabbaliste, qui se revendique comme tel, il le dit, il le crie sur les toits, a dit bien que la République et surtout la laïcité républicaine était une religion en soi. Oui, qui doit remplacer le catholicisme. On sacralise certaines valeurs, de même que quand on voit, pardonnez-moi, je fais cette incidente, les gens mais ça nous ramène à notre sujet, les gens de la Gay Pride, qui sont aujourd'hui des sortes de vaches sacrées, pas dire un mot plus haut que l'autre, mais il revendiquait ouvertement justement ce transhumanisme qui est la PMA. Alors ça peut sembler aujourd'hui banalisé de parler de PMA, mais enfin encore que il y a des gens qui sont par destination qui sont stériles, qui ont fait le choix de la stérilité et qui veulent malgré tout procréer dans des conditions ou des circonstances qui sont douteuses. On est dans une folie totale parce que d'une part on veut procréer d'une façon très bizarre, et d'autre part, il y a ce fameux rapport européen « No kids, no problème », pas d'enfants, pas de problème, et on voit très bien que ceux qui nous dirigent n'ont pas d'enfants. Après eux, le déluge, n'est-ce pas? Voilà. Et alors, je vais citer personne, tout en les citant quand même. Monsieur Macron n'a pas d'enfants, c'est quand même le président de la France. Madame Merkel n'a pas d'enfants, c'est comme la chancelière de l'Allemagne. Ça continue pour les premiers ministres d'Italie, d'Espagne et compagnie. Et puis Madame la Première ministre de la Grande-Bretagne n'a pas d'enfants non plus, etc., etc. C'est donc ceux qui sont nos élites, supposait-elle, qui devraient avoir un effet d'exemplarité, ne sont pas pour la survie de l'Europe. Ni pour la survie de l'espèce. Oui, il faut ouvrir. J'entendais Monsieur Toubon ce matin sur France Inter, l'homme des droits de la défense, disant non mais il faut ouvrir les frontières. Toute l'immigration doit devenir légale. Niant, c'est un négationniste, niant qu'il puisse y avoir des pompes aspirantes ou des appels d'air, comme il disait, que si les immigrés sont à Calais, c'est pas parce qu'ils veulent bénéficier des dispositions sociales, d'aide, d'allocations et autres, c'est parce qu'ils vont rejoindre leur famille. Mais ils sont pas du tout, nos immigrés ne sont pas du tout attirés par le bien-être ou la richesse que nous avons créée. Et non pas que nous voulions la conserver uniquement pour nous-mêmes. C'est dans Luc, dans les évangiles, le Christ condamne ceux qui accumulent les richesses, mais il ne condamne pas ceux qui sont riches, à condition d'en faire un bon usage. Voilà, un bon usage. Bien évidemment. Je reviens un instant à la PMA, qui est quand même aujourd'hui à cette Gay Pride, qui a mis l'accent sur cette question. Il y avait des chars, d'ailleurs, ils se déchirent entre eux sur ces questions. On sent qu'il y a, comme il y a une vague macronienne, il y a un tsunami en faveur de ces formes déviantes, finalement, exorbitantes de la médecine et de la vocation de la médecine. L'homme voudrait-il, à l'exemple de Nietzsche, je ne sais pas pourquoi, tout le monde a toujours cru que Nietzsche était un homme de droite, que l'homme soit une flèche vers le surhomme. C'est ce que nous proposent ces transhumanistes. C'est évident. Une flèche vers le surhomme, mais comme je l'ai toujours dit, avant de vouloir être des surhommes, commençons par nous efforcer d'être ou de devenir des hommes. Ces surhommes ne veulent pas de surfemme. Il faut éliminer la femme. Dans le transhumanisme, vous voyez tous les paradoxes qu'il peut y avoir. Dans la Gay Pride, par exemple, et dans tous ces mouvements-là. Les lesbiennes
insistent beaucoup sur leurs droits. Alors voilà que la PMA et tout ce qui va se développer autour, qui va permettre notamment le choix du sexe. Et vous savez que lorsque le choix du sexe est fait, ce sont le sexe masculin qui est prédominant. On élimine les petites filles, en général. Ça devient dramatique en Chine. Absolument, en Chine, en Inde, etc. En Chine, il y a 40-50 millions de jeunes hommes qui ne pourront pas se marier. Voilà. Alors, on élimine les femmes, et le mouvement lesbien a deux écoles. Celles qui disent formidable parce qu'avec la PMA et la lectogénèse, c'est-à-dire la fabrication en dehors du corps de la femme d'enfants, on va être libéré de cet esclavage qu'était la grossesse. Bien. Et puis celles qui disent ah non, non, ça marche pas du tout ça, parce que on va encore nous retirer la seule originalité que nous avions, celle de pouvoir procréer. Donc, à l'intérieur de ces mouvements, on voit très bien que ça ne colle pas. Alors, je parle de Donna Haraway, de toutes ces femmes américaines qui sont en fait à l'origine de la théorie du genre. Alors voilà encore quelque chose qui est une aberration. Vous savez qu'on vit dans un temps où il y a énormément de découvertes scientifiques. Les plus intéressantes de l'an dernier sont certainement celles qui consistent à pouvoir corriger le génome. C'est le travail de Madame Emmanuelle Charpentier, dont j'ai dit à plusieurs reprises qu'elle aurait mérité le Nobel. On a préféré le donner à d'autres personnes sur d'autres sujets. Mais malgré tout, cette découverte ouvre des avenues extrêmement dangereuses. On est capable aujourd'hui, sur un long train, si vous voulez, imaginons un train qui passe, et puis on peut retirer un wagon de ce train et en mettre un autre à la place. Ça, c'est le ciseau génétique qu'elle a inventé, et c'est merveilleux. Ça pourrait être merveilleux sur le plan thérapeutique. Mais attention, ce n'est pas encadré juridiquement, si bien que demain, ça peut devenir une modalité de transformation de l'homme, et une fois cette modification faite, elle devient éternelle, c'est-à-dire qu'on ne peut plus revenir en arrière. Elle sera transmissible. Alors par d'autres voies, c'est ce que font les Chinois, mais là c'est pas en modifiant le génome, mais par des hybridations. Ils créent aujourd'hui des chimères. Des chimères, alors on n'est pas au courant, on ne nous le dit pas, on ne le saura pas, mais des chimères hommes-singes, hommes-cochons, enfin que sais-je, des chimères. Ce n'est pas un fantasme. C'est pas un fantasme. C'est une réalité. C'est une réalité qui a commencé longtemps déjà, depuis que les Britanniques ont fait des choses similaires. Les Britanniques sont très en avance sur toutes les dérives. Oui, on voyait dans le film de Kubrick, Orange Mécanique, qu'il se réveille sur un corps de cochon, une tête humaine sur un corps de cochon. Je crois que dans les versions récentes, tout cela a été plus ou moins aménagé et coupé. Alors le risque dans ce... Mais c'est vrai que oui, la transgression est là depuis longtemps. La transgression, c'est ça. C'est la transgression qui est le maître mot. L'abomination de l'abomination. Dès que l'on touche au patrimoine de l'humanité tel que l'UNESCO l'a décrit, c'est-à-dire le patrimoine génétique, c'est la grande transgression. Il n'y en a pas de pire, jusqu'à demain. Parce que je ne sais pas ce que demain ni après-demain nous réserve, mais pour l'instant, nous sommes dans la grande transgression. Le docteur Laurent Alexandre, qui a écrit un livre qui s'appelle La mort de la mort, qui est un transhumanisme notoire, montre très bien que devant toute transgression, nos lignes de résistance reculent. Une nouvelle transgression vient, pendant 48 heures on s'énerve, et on oublie. Et on oublie avec une vitesse extrême. On ne veut pas savoir. Voilà, je dois reconnaître que malgré ce que je raconte et ce que j'écris et ce que je prêche, j'ai aussi dans mes paroissiennes, chez mes paroissiennes, des femmes qui ont été absolument convaincues qu'il ne fallait pas faire de FIV en cas de stérilité, et qui viennent en disant « Père, j'ai pas pu faire autrement, j'ai fait une FIV ». Voyez-vous, c'est-à-dire que... Elles se sentent coupables. Elles se sentent coupables, mais en même temps, elles n'ont pas pu résister à cette tentation. Parce que le système est tel que l'on propose un produit scientifique
qui est accepté par la société. Réputé scientifique, et le drame dans notre société, c'est ce qui devient possible, devient désirable ou opportun. Or, une chose qui est possible n'est pas forcément opportune, même si elle est faisable. C'est exactement le drame de la bioéthique, c'est que nous sommes incapables aujourd'hui de refuser de faire ce qui est possible de faire. Tout ce qui est possible de faire se fait et se fera. C'est-à-dire que toutes les transgressions sont à la disposition de l'homme. Alors, il y a un mot d'espoir, Père Jean Leboc, c'est que les idéologies n'ont généralement qu'un temps, elles se cassent rapidement la gueule. Je vais revenir, vous parliez tout à l'heure de la tabula rasa, il est bien clair que nous sommes, vous l'avez dit, dans un processus révolutionnaire. Oui, absolument. Mais on sait que les révolutions qui veulent bouleverser le monde, qui veulent brûler les étapes, finalement, dès lors qu'il y a un volontarisme excessif, dès lors qu'on ne respecte pas le rythme de croissance, on voit bien ce que cela donne avec les animaux poussés, forcés, avec les plantes poussées, forcées, qui dégénèrent à très grande vitesse. Et aujourd'hui, on ne pense qu'à une chose, c'est revenir à des souches rustiques. Tout à fait. Dès lors que l'on va trop vite, qu'il n'y a pas cette croissance organique, cette adaptation évolutive, qui prend du temps, dès lors que l'on veut ignorer la nature par un geste prométhéen, mais je mets prométhéen entre guillemets, on est voué à l'échec. Comme le communisme a été voué à l'échec, comme le hollandisme a été voué à l'échec, bien que le hollandisme est rené aujourd'hui en la personne de M. Macron. Le Parti socialiste n'est pas mort, c'est M. Macron. Alors, ce qui va se passer, c'est que on peut supposer que cette idéologie transhumaniste se casse la figure. Bien. Mais ce qui ne va pas se casser la figure, c'est les progrès de la médecine. Ça ne va pas se casser la figure. Et les progrès de la médecine servent le transhumanisme indirectement. Dans mon livre, je me pose la question de savoir si les transhumanistes ne sont pas de sombres farceurs qui se servent des progrès de la médecine pour se les approprier en disant qu'ils en sont les initiateurs. Peu importe. Les progrès de la médecine et des sciences vont de plus en plus vite. Et on change de paradigme, je l'ai dit tout à l'heure, on va vers la médecine prédictive. On va donc vers une médecine qui va permettre d'éliminer les embryons qui ne sont pas conformes. On va vers une médecine qui va permettre de modifier l'homme. C'est une certitude. On va vers une médecine qui touche au génome humain. C'est une certitude. C'était l'an dernier, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, que l'on a fait des manipulations mitochondriales dans la cellule qui ont permis de faire un être humain qui est né au Mexique par des médecins américains partant d'Angleterre. C'est intéressant ce parcours. Et qui est né avec 3 ADN, c'est-à-dire il avait l'ADN du papa, aujourd'hui on appelle ça les parents, non pas potentiels, mais intentionnels. Il avait l'ADN du spermatozoïde de son père, l'ADN de l'ovocyte de sa mère, remanié par l'ADN d'une troisième personne, puisque l'ADN de la mère était déficient. Il est donc né avec 3 ADN. Il a 3 géniteurs, 2 parents officiels et un patrimoine génétique modifié, transmissible. Voilà à quoi on arrive. Alors, ce qui est très inquiétant dans ce que vous dites, non pas qu'on ait ces capacités, mais c'est qu'en fait, nous jouons aux apprentis sorciers et nous jouons avec le feu, puisque nous ne les maîtrisons pas encore en totalité. Nous sommes dans un terrain exploratoire. Je reviens toujours à cette idée, n'allons pas plus vite que la musique. Les progrès de la médecine sont patents, mais ce sont des progrès essentiellement techniques. Je ferai observer, par exemple, dans la thérapie du cancer,
on a quasiment rien trouvé depuis 50, 60 ou 70 ans. On sait aujourd'hui, nous sommes de bons mécaniciens, on opère de mieux en mieux, de façon de plus en plus précoce, on a de bonne chimie, mais on sait très bien que la chimie, ça marche pas à fond. Donc on vient de découvrir l'immunothérapie qui avait été inventée par tel ou tel médecin dissident, Belzonsky, je crois, entre autres, mais qui, lui, n'a pas récolté le fruit de ses travaux et de ses découvertes non plus. Ne confondons pas la technique et la science. Peut-être arriverons-nous le jour où nous serons capables, d'où l'importance aujourd'hui de mettre des garde-fous, et ces garde-fous sont des garde-fous bioéthiques. Mais où est la réflexion bioéthique? Et qui l'a conduit, mon père? Alors justement, qui l'a conduit? Justement, le transhumanisme a trouvé, je dirais, la possibilité de se développer en partie par l'insuffisance de la réflexion bioéthique et l'incapacité des États à mettre des garde-fous à un certain nombre d'expérimentations. À chaque fois que, notamment en France, là, je ne les citerai pas, mais ils sont très connus, à chaque fois que certaines personnes veulent absolument faire usage de techniques que nous dirons illicites, ils mettent en avant le fait que si nous ne favorisons pas ces choses, nous allons prendre au niveau national un retard énorme et donc financier aussi par rapport aux pays comme les États-Unis. L'argument de la concurrence. L'argument de la concurrence. Bon. Mais je préfère de beaucoup être en retard sur l'erreur que de me mettre à égalité avec elle. Écoutez, c'est pas parce que tous les gens se droguent qu'il faut se droguer. Si les lemmings se précipitent par-dessus bord de la falaise, on va pas faire comme eux. Mais c'est vrai que tout ça s'accompagne d'une capacité à avoir des choix souverains. Or, vous savez comme moi, pour ne pas parler de politique étrangère ou internationale, que les choix souverains sont de plus en plus réduits, restreints, voire même interdits, puisqu'on fait la guerre aux États qui entendent rester souverains. Tout à fait. Alors ça, c'est un aspect politique tout à fait intéressant. Je voudrais simplement faire une incise sur la question de l'élimination des embryons. Je suis très heureux que récemment, dans un concile orthodoxe et puis dans un forum de dialogue entre les catholiques et les orthodoxes, il a été dit que, premièrement, le transhumanisme est une mauvaise chose, qu'il ne faut pas aller vers le transhumanisme, ni vers les découvertes falsifiées, comme la théorie du genre. Je fais une parenthèse, vous savez qu'on a cherché à dire pendant un certain temps qu'il existait un gène de l'homosexualité. Oui, c'était très à la mode. Alors, ce gène de l'homosexualité n'existe pas, il n'y en a pas plus que du beurre en broche. C'est une sottise qui a été inventée par Dean Hammer, qui a prétendu à un moment donné avoir découvert ce fameux gène sur un locus précis, chromosome, et qui a finalement reconnu que c'était une forgery, c'était une invention de sa part, qui avait été en fait soudoyé par les mouvements LGBT. Ces gens sont des truqueurs, mais il y a de plus en plus de faussaires, et d'ailleurs la science moderne est... Et il a réussi à ne pas être sanctionné par les comités d'éthique américains pour des raisons d'influence. Donc cette falsification se continue avec la théorie du genre qui en est une autre, falsification totale. Mais j'observe que même le Vatican, il n'y a pas tellement longtemps, le pape François a dit au sujet du troisième sexe, a rendu hommage à Simone de Beauvoir. J'en suis resté bouche bée. Cette lesbienne. J'en suis resté bouche bée. Voyez-vous? Donc, l'infiltration, elle est partout. Mais mon père, c'est comme le marxisme. Nous sommes tous. On a dit que le marxisme était mort avec l'Union soviétique, il n'est pas mort avec la Chine populaire. C'est quand même 1,5 milliard d'hommes, ni avec le Vietnam, ni avec la Corée du Nord. Mais le marxisme nous imprègne. Ce transhumanisme, je ne veux pas vous le faire dire, mais finalement, ce n'est que la prolongation de cette vision
cette vision, le mot prométhéen ne me convient pas. Prométhéenne, nietzschéenne, de la transformation de l'homme, de changement de la nature humaine et de l'homme nouveau. Eh bien, c'est exactement ça, et c'est une vision totalitaire. Et c'est une vision totalitaire. Du vrai totalitarisme. Alors mon père, malheureusement nous allons devoir nous acheminer vers une conclusion très provisoire. Nous reparlerons ensemble de la théorie du genre, mais j'ai une dernière question à vous poser. Monsieur Macron est-il un transhumain? Alors je ne sais pas si c'est un transhumain. Ou un transgenre. Transgenre, je ne l'ai pas reçu. De toute façon, le secret médical m'obligerait à me taire. Je ne l'ai pas reçu dans mon cabinet autrefois. Mais je plaisante. Ceci étant, c'est une fabrication rapide. Donc c'est un homme synthétique. À cet égard, je crains que oui. C'est une fabrication rapide d'une marionnette qui va être manipulée par ceux qui l'ont fabriquée. Et la grande messe maçonnique à laquelle vous avez peut-être assisté le jour de son élection devant la pyramide de M. Li Pei au Louvre, qui comporte 6666 vitraux. Comme vous le savez, n'est-ce pas? Enfin, c'est ce que l'on dit. Oui, oui, je ne les ai pas comptés, mais je veux bien le croire. Eh bien... on a envie de le croire. Oui. On a envie de le croire. Eh bien, tout est dit. Et comme dit l'autre, la messe est dite. Alors, nous sommes clairement avec lui, avec son Premier ministre, avec son ministre de l'Intérieur, etc. Nous sommes dans une société qui est maçonnique. Alors, parmi les parrains de M. Macron, il y avait M. Berger, c'est l'homme qui a dit qu'on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas louer son ventre pour une procréation, pour la procréation pour autrui, comme on loue ses bras. Et c'est le même M. Berger, éminent soutien et parrain de M. Macron, qui aurait voulu que des bombes sautassent sur le parcours de la manifestation pour tous. Nous voyons, en fait, il faudrait savoir qui sont réellement nos élites. Vous avez utilisé le mot de marionnette, je crois que M. Macron est plus qu'une marionnette, c'est une sorte de fidéicommis. J'accepte la formule. Mon père, un dernier mot? Un dernier mot, oui. Mon combat personnel, c'est le combat pour la vie. Et donc, jusqu'à mon dernier souffle, je vais me bagarrer pour la préservation de l'embryon humain. Or, les loges qui ont fait la Déclaration universelle des droits de l'homme ont oublié quelque chose de principal, qui est de déclarer que le premier des droits de l'homme est de naître. De naître. De naître et de vivre. De naître, de vivre naturellement, mais de naître. Or, aujourd'hui, nous faisons tout ce qu'il faut pour s'opposer à cela. Or, ce droit à la vie, le droit de naître, n'est pas dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il n'existe pas. J'ai eu des mots avec des gens d'influence sur cette question. On me dit, oh, laissez-nous tranquilles avec vos embryons, etc. Non, 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 non. L'embryon, c'est vous, c'est moi. Tout est inscrit. Il a tout. Un génome particulier, original, irremplaçable. On n'a pas le droit d'y toucher. Et lorsque l'on fait des FIV, il faut que nos téléspectateurs le sachent, on choisit un embryon ou deux que l'on réinsère dans le ventre de sa future mère, et les surnuméraires que l'on a partent à la poubelle. Ils partent. Ou dans l'industrie cosmétique. Avant cela, ils sont congelés, et au bout d'un certain nombre d'années, 4 ans, une décision est prise sur leur avenir. Où ils ont été réclamés par les familles, sûrement pas, ou très peu. Je connais des cas, mais très peu. Où ils ont été donnés à d'autres personnes, où ils sont détruits, où on s'est servi d'eux pour faire de l'expérimentation. Oui, et je vais jusqu'à dire que faire de l'expérimentation sur l'embryon humain, qui est condamné en fait, puisqu'il ne sera pas réinséré, ça s'appelle ce que les nazis faisaient, de l'expérimentation sur condamné à mort. Voilà des mots, quand on les utilise, nos contemporains réagissent. Et l'objectif était de les faire réagir, de bien comprendre que ce que nous faisons aujourd'hui
en transgressant les lois naturelles, c'est exactement ce qui était interdit de faire il y a 40 ans, 50 ans, etc. Oui, mais pour avoir une véritable morale, qui ne soit pas une morale de la transgression, encore faut-il avoir une vision transcendante des choses, une morale qui dépasse aussi l'humain, qui lui donne une profondeur, une hauteur, une extension de vue que nos contemporains n'ont plus d'ailleurs. La modernité, la postmodernité est sans Dieu. Et c'est également sans culture. Alors, Si on regarde les jeunes gens qui viennent d'entrer à l'Assemblée nationale, je vois que le niveau intellectuel est consternant. Ne parlons pas de leurs aînés, ce n'était guère mieux, mais ils avaient une pratique des affaires. En tout cas, laissons aux jeunes Le bénéfice du doute. bénéfice du doute et de l'espoir. Ça sera le mot de la fin, Père Jean, et nous attendons très bientôt. Merci à nouveau. Merci. Merci. Merci encore, merci à toutes et à tous, merci aux frères Buffet, merci à toute la famille d'idées et de pensées et de cœur.